Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En ce jour de l'été 1943, le ciel est d'un bleu absolument immaculé. Seulement à l'horizon, quelques nuages éparpillés. Et puis, un petit peu plus loin, si vous regardez bien, un petit peu plus haut, des traînées, comme des grandes traînées blanches de condensation. Ce sont les traînes des B-17, ces forteresses volantes américaines qui sont venues bombarder des usines de munitions allemandes. Et soudain, dans ce ciel bleu-azur au-dessus de la campagne française, le décor qui prend la tournure d'un orage, ça tire de partout. Et oui, les forteresses volantes vont devoir franchir un rideau de flaques. La flaque, c'est la défense anti-aérienne allemande. Des flocons noirs crépitent, ça fait comme du pop-corn partout dans le ciel. Et une fois cette nappe franchie par les bombardiers américains, des centaines de Focke-Wulf qui bondissent comme un essaim de guêpes. Soleil dans le dos, les Spitfire de la Royal Air Force font leur apparition comme des anges gardiens pour essayer de protéger les équipages des forteresses volantes. Et ça fait tout ça des combats aériens épiques avec des acrobaties vertigineuses. Chaque manœuvre est en soi spectaculaire et le ciel devient une caisse de résonance retentissante. On a l'impression d'une sorte de feu d'artifice où les avions abattus tombent en torche. Les pilotes les plus chanceux réussissent à sauter en parachute. Seulement ensuite, il faut arriver à s'échapper au sol, essayer de ne pas se faire capturer. Voilà exactement le genre de choses que pouvaient vivre au quotidien en 1943 les pilotes de la Royal Air Force. Les Anglais appellent ces combats un show. En France, on les a désignés sous le nom de cirque, c'est à peu près la même chose, et Pierre Klosterman va en tirer l'un des grands récits de guerre qu'il nous est donné de connaître. On est projeté dans ces duels de chasse, les dogfights, dans cet ouvrage qui s'intitule « Le Grand Cirque ». Rien n'est plus sensationnel, transporté à 800 km/h dans des cockpits exigus, que de réaliser ces tonneaux, ces loopings en tout genre pour éviter les balles, se mettre dans l'axe de la cible, déclencher la fureur des canons mitrailleurs sur ces Bloody Focke-Wulf ou Messerschmitt. Bloody, c'est l'insulte préférée des pilotes britanniques et de ceux qui volent avec eux, dont Pierre Klosterman. Nous sommes donc avec lui entraînés aux commandes de ces Warbirds fabuleux, ces avions de guerre, ces avions de légende qui ont tant fait pour la victoire finale. On entend les messages radio, là, comme si on y était, les noms d'oiseaux qui volent bas d'une carlingue à l'autre. Le grand cirque, c'est tout ça, mais c'est aussi, et il ne faut pas oublier cette dimension, bien sûr, c'est aussi le récit d'une fraternité d'armes, le récit d'un amour du drapeau français que quelques pilotes courageux souhaitent faire claquer au vent dans le ciel de l'Europe en guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre Klosterman s'est engagé en tant que pilote dans les forces aériennes françaises libres, les FAFL, donc au sein de la Royal Air Force britannique. Quasiment tous les jours, il tient un journal dans lequel il relate ses faits d'armes, ses impressions, ses émotions, la vie qui se trame sur ces aérodromes anglais. Et il écrit pour ses parents aussi, au cas où il serait abattu. « Je voulais que mes parents, en le recevant, il parle de son journal, en le lisant, retrouvent ma présence et ma voix comme une consolation. » Écrira-t-il. Je trouve cette phrase d'une force assez poignante. Alors, heureusement et pour notre plus grand bonheur, Pierre Klosterman a survécu à la guerre. Il a pu raconter ses exploits de vive voix à ses parents et à bien d'autres. J'ai eu la chance moi-même de recueillir ses souvenirs lorsque j'enregistrais les souvenirs de nos grands pilotes pour le ministère de la Défense. C'était il y a 30 ans. Il a publié en 1948 ses fameux cahiers de souvenirs. Le livre, tiré à plusieurs millions d'exemplaires, va faire rêver les adolescents de l'après-guerre et susciter des vocations, on peut le dire, par centaines. Il sera traduit dans toutes les langues et on y verra ces duels aériens tels qu'on avait pu les connaître pendant la Première Guerre mondiale, mais qui se sont largement reproduits et prolongés pendant la Seconde. Le jeune Klosterman, qui a appris à piloter dès l'âge de 16 ans, s'est donc engagé dans ces forces aériennes de la France libre en mars 1942.
se préparant à entrer dans l'arène. Il s'est formé sur le célèbre Spitfire britannique, donc un bijou de mécanique qui sera le héros de la bataille d'Angleterre et qui va permettre aux jeunes pilotes de la Royal Air Force d'éreinter la Luftwaffe de Göring. Il va garder de ce premier contact avec l'oiseau de guerre un souvenir absolument inoubliable. La description qu'il nous en fait aux premières pages de son récit marque, et j'ai envie de dire marque à jamais. Le moteur Rolls-Royce, le fuselage finement racé qui transforme cet avion aux yeux de Klosterman en un redoutable pur sang. Et le pilote est littéralement scotché au dossier de son siège dès le décollage. Klosterman, de ce premier vol, va ressortir tout étourdi, mais définitivement conquis. Doucement, comme on caresserait les joues d'une femme, je passe la main sur l'aluminium de ses ailes, froid et lisse comme un miroir, les ailes qui m'ont porté, écrira-t-il. Et on imagine l'émotion de ce jeune pilote. Et 2 mois durant, il est là qui s'entraîne, dur comme fer, dans un climat glacial, à toutes les techniques du combat aérien. La vraie guerre maintenant, après tout cet entraînement extraordinaire, la vraie guerre va pouvoir commencer. Et ce qui est étonnant et ce qui est fort, c'est que le pilote, comme beaucoup de ses compagnons d'ailleurs, a grand hâte d'y être. Il rejoint d'abord le groupe de chasse Alsace en pleine formation, qui a été constitué de pilotes issus de la France libre et qui est commandé évidemment par Mouchotte. Les croix de Lorraine apparaissent sur les fuselages des Spit, comme on les appelle. Les Anglais sont impressionnés par la rapidité d'organisation de cette unité française, à tel point que le groupe de chasse va bientôt être affecté à la prestigieuse base de Biggin Hill. On est donc au sud de Londres. C'est celle qui compte le plus de victoires. C'est celle qui, traditionnellement, est réservée aux unités d'élite. Cette fois, ça y est, le grand cirque peut commencer. Vous écoutez Radio Classique. L'objectif pour les Alliés, c'est d'aller frapper l'Allemagne pour couper son effort de production et enrayer son économie de guerre. Et ce sont les bombardiers américains, donc les B-24, les Liberator et les B-17, qui sont chargés de ces missions à haut risque. On les appelle les maîtres de l'air. Et d'ailleurs, leur épopée est racontée dans une série qui s'appelle Masters of the Air, qui a été coproduite par Steven Spielberg et qui l'année dernière est sortie sur les petits écrans. Pour épauler ces engins, eh bien, une armée, une meute, comment dire, une horde de Spitfire, dont celui piloté par Pierre Klosterman, qui décolle constamment pour empêcher la chasse allemande de s'en prendre aux forteresses volantes. Et dans ce décor, notre héros décroche ses premières victoires face à la meilleure escadre allemande composée d'as de l'aviation, la fameuse Richthofen. Pour lui, sur ce genre de mission, le ciel ressemble à un aquarium de poissons fous, dira-t-il. Et il faut plonger dans cet aquarium sans hésiter. Les combats sont tellement rapprochés que les pilotes arrivent à distinguer le visage de leurs adversaires. Rien que d'en reparler, ça me fait penser aux souvenirs de Klosterman en direct et ça me donne des frissons. Quand ils rentrent à la base, les pilotes doivent effectuer un tonneau de la victoire au-dessus de la piste pour célébrer la mission qu'ils viennent de réussir. C'est la tradition, si vous voulez. Et Klosterman, heureux comme un gosse après ses premières victoires, se plaît évidemment à ce jeu, ainsi qu'au jeu qui consiste à raconter ses passes d'armes le soir aux messes où on arrose bien copieusement ce tableau de chasse. Au retour de la première mission où il a abattu 2 avions ennemis, le groupe Alsace reçoit ce mot: « Au gars de l'Alsace et du 611, stop. 9 victoires sans perte est un bien beau résultat. Stop. Continuez. » Alors vous allez me dire jusqu'à là, oui, très bien, mais qui a signé ce message ? Sir Winston Churchill. Mais oui. Malgré la joie un peu enfantine qu'en éprouve notre héros, il sait par ailleurs les risques qu'il prend et le prix qu'il faut payer. D'ailleurs, lui-même a frôlé la mort de près. Il mesure à quel point les combats au sol sont un traumatisme et il se sent en quelque sorte, lui, privilégié d'aller se battre là-haut dans le ciel. En France, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, écrira-t-il, des hommes souffrent dans la nuit tandis qu'en plein ciel, je possède à moi tout seul le jour naissant. Tout m'appartient, la lumière, le soleil, et je pense avec un orgueil paisible, tout cela ne luit que pour moi. Ces minutes-là compensent bien des sacrifices et bien des risques.
À l'automne 43, c'est le cœur gros qu'il va devoir se séparer de ce groupe Alsace pour entrer à la célèbre escadre 602, la City of Glasgow. Là aussi, il s'agit d'aller effectuer des missions d'escorte rapprochées pour protéger des bombardiers. 14 octobre 1943, Pierre participe à une des plus grandes batailles aériennes de l'époque avec un objectif qui valait vraiment la peine, détruire la plus importante fabrique de roulement à billes de l'Europe occidentale. On est au sud-est de Brême. L'opération est montée en 48 heures. Il a fallu mobiliser près de 1300 avions de chasse anglais et américains, 700 forteresses volantes chargées de bombes face à une menace potentielle de 3000 Focke-Wulf et Messerschmitt. Pour la première fois de la guerre, les Spitfire vont aller carrément au-dessus de l'Allemagne, survoler le Reich. On leur greffe même des réservoirs supplémentaires sous le fuselage pour agrandir, pour élargir leur rayon d'action. Et au petit matin, toute cette armada va décoller depuis 37 aérodromes différents. 37 aérodromes, vous imaginez tous ces terrains d'aviation qu'on a créés partout quand il le fallait. La mission est spectaculaire, bien sûr, elle est éprouvante pour les pilotes de Spit qui doivent lutter contre le froid là-haut à 10 000 mètres. Les orteils sont gelés, les yeux pleurent. Il faut malgré tout tenir dans cette nuée d'avions, réussir à se repérer, descendre les chasseurs allemands sans heurter par mégarde un des équipiers avec lesquels on est là-haut pour se battre. Les grappes de bombardiers se disloquent au fur et à mesure des attaques allemandes et dans ce ballet tournoyant, incessant, la règle devient chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce sont des duels vertigineux entre Mustang, Spitfire, Focke-Wulf qui ne cessent d'arriver de partout. Pierre se rue malgré tout sur ces oiseaux de guerre reconnaissables très facilement à leur long nez jaune. Il est accompagné de son fidèle camarade Jacques Remlinger qui se lance corps et âme dans la bataille. Le Spitfire de Pierre est sévèrement touché par un obus qui vient transpercer son pare-brise et à cette altitude, les tympans sont déchirés. Les deux équipiers sont hagards, mais ils sont satisfaits d'avoir descendu plusieurs avions allemands et ils vont rentrer en Angleterre et à leur côté, les forteresses qui certes sont criblées d'impacts, qui ressemblent à des passoires, mais qui sont là, dont certaines en tout cas parviennent à miraculeusement atterrir après avoir dépassé les côtes anglaises. Elles atterrissent dans les champs parce qu'on n'a pas le choix. L'usine a bien été rasée, seulement, disons les choses, 200 équipages de B-17 ont été perdus. 111 avions de chasse ont été abattus contre 297 du côté allemand. Autant dire que c'est un carnage extraordinaire et le récit est toujours aussi effroyable tant d'années plus tard. Lors de l'hiver 44, Pierre Klostermann et son escadre vont se trouver dans les îles Orcades, donc au nord de l'Écosse, et pour tenir tête aux bombardiers allemands, il va falloir faire grimper le Spitfire à des altitudes stratosphériques, en prenant de la vitesse en piqué. Il va falloir atteindre des vitesses qui sont pas très loin du mur du son, avec une force centrifuge qui comprime littéralement le corps du pilote, avec un voile de sang qui s'étend sur les yeux. On n'est pas très loin là de la perte de connaissance. Bref, les exploits de Klostermann et de son équipier, Jacques, commencent à remplir les colonnes des journaux de Londres. Ils sont en train de devenir mythiques. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on va préparer le débarquement de Normandie, auquel Pierre participe activement. D'ailleurs, il est interdit de vol avant le jour J, parce que si jamais il était abattu ou capturé, on ne veut pas qu'il puisse livrer à l'ennemi les secrets d'une opération. Donc il commence à voir se dessiner l'ensemble des plans et sa vision du débarquement depuis le ciel, c'est le spectacle le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Il est là, qui patrouille au-dessus de Utah Beach pour couvrir la division qui est en train de marcher sur Sainte-Mère-Église. Curieusement, la Luftwaffe est quasiment absente de cette bataille dont on vient de célébrer le 80e anniversaire. L'après-débarquement, en revanche, sera plus sportif parce que là, il faut aller mitrailler des aérodromes allemands et les aérodromes en question sont très bien défendus par une flaque impressionnante.
Au soir du 11 juin, notre héros se pose en France. Il est le premier parmi les pilotes de la RAF avec son ami Jacques à atterrir comme ça sur le sol français. C'est un très grand honneur, c'est une immense fierté. Après 4 années loin du pays et durant l'été, l'état-major français le veut à ses côtés. Le général de Gaulle en personne ne veut plus que Pierre Klostermann vole. Sauf que ça, ce serait mal le connaître. Il va faire des pieds et des mains et le voilà de nouveau dans la RAF pour voler. Il fait ses armes désormais sur de nouveaux appareils, les Typhoon, vous savez, et puis très rapidement les Tempest, qui sont la version améliorée du précédent, considéré comme le chasseur le plus moderne de toutes les forces alliées, un monstre, pour reprendre les termes de Klostermann. Cet animal-là est connu pour son accélération phénoménale, ce qui évidemment lui permet d'être absolument efficace face aux appareils allemands. Il va baptiser son propre avion d'un nom qui s'imposerait presque, Pierre Klostermann. Il l'appelle le Grand Charles. D'après vous, hommage à qui ? À son bord, il va s'attaquer aux chemins de fer, aux locomotives, à toutes sortes d'installations allemandes. Et contrairement à ce que pense l'opinion dans le camp allié, la Luftwaffe, à l'époque, à la fin de l'année 44, est encore en forme, en tout cas dans certains endroits. Les usines que les Allemands ont réussi à enterrer produisent encore beaucoup d'avions et de nouveaux modèles encore plus performants. Ils vont cacher aussi leur production dans les forêts, si bien que les avions flambant neufs sont camouflés par les arbres. Pierre Klostermann fera partie de l'escadre 122 qui prend ses quartiers à Volkel en Hollande, véritable unité d'élite sur laquelle repose littéralement le système défensif du front britannique, et les missions s'enchaînent au plus effréné des rythmes. Au premier jour de l'année 45, la Luftwaffe frappe pour la dernière fois, mais elle frappe fort. Elle a engagé des centaines de chasseurs qui, volant en rase-motte, vont venir mitrailler les bases alliées et littéralement clouer nos avions sur place. En quelques minutes, ce sont 800 avions alliés qui seront détruits. L'escadre de Pierre Klostermann est ce jour-là en vol, et c'est ce qui va lui permettre d'être épargné, sinon évidemment qu'elle y serait passée comme les autres. Après ce coup de force, les Alliés refont un dernier effort. Au printemps 1945, Klostermann devient le nouveau commandant de cette escadre. C'est pour lui un rêve qui se réalise. Le voilà à la tête de cette unité d'élite. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore des épreuves. La Luftwaffe est acculée, mais elle se rassemble sur les aérodromes du Danemark et de la Norvège. L'aviation alliée n'est pas non plus complètement en pleine forme et les stocks de munitions et d'essence deviennent extrêmement faibles. Le 3 mai 1945, Pierre Klostermann et son Grand Charles s'envolent, entouré de 23 appareils dans une météo exécrable au-dessus de l'Allemagne pour aller viser des installations allemandes. On est donc juste avant le 8 mai, juste avant l'armistice, la fin de la guerre. En franchissant l'épais nuage orageux, les 24 Tempest découvrent de l'autre côté 200 avions de chasse ennemis. Je vous rappelle qu'ils sont 24. C'est une mission suicide, d'autant que la Flak est littéralement déchaînée. En piquet, Klostermann et ses hommes vont quand même réussir à mitrailler les avions au sol. En rase-motte, on continue l'œuvre qui avait été commencée là-haut, puis on remonte comme on peut dans le ciel pour aller s'occuper de la chasse ennemie. 13 avions vont rentrer ce jour-là sur 24. 13 sur 24. C'était la dernière grande mission de Pierre, puisque cette fois, ça y est, on est le 8 mai 45 et au vacarme, à cette valse des avions dans le ciel, à ces embouteillages sur les pistes d'aérodrome, vont succéder le silence, l'immobilité. Pierre deviendra lieutenant de réserve. Le 12 mai, il va revivre un moment tragique lors d'une parade aérienne quand 4 avions de sa section se percutent à 300 mètres d'altitude. Lui, il va en réchapper, il a pu sauter en parachute. Le 1er juillet, il a de nouveau un accident dont il sort cette fois indemne lors d'un défilé aérien devant le roi de Danemark. C'est peut-être le dernier avertissement du destin. Il va demander sa démobilisation. Le 27 août, il dit adieu à son Grand Charles en l'embarquant une nouvelle fois dans le ciel pour aller lui faire quelques tonneaux, quelques loopings. Et puis arrive l'atterrissage. « Je l'ai assis au sol comme une fleur qu'on coupe », écrira-t-il.
Il roule maintenant sur la piste, Klostermann, et il pleure dans son cockpit. Il pleure comme un enfant. Le grand cirque est bel et bien terminé. Klostermann aura été de ceux qui ont volé pour que la France soit représentée dans le ciel. Et c'était peut-être la dernière fois qu'avaient lieu ces duels légendaires entre adversaires qui savaient se respecter. Les pilotes n'étaient pas tout à fait des adversaires comme les autres. C'était, si vous voulez, des chevaliers du ciel. Pierre Klostermann recevra le titre de premier chasseur de France, 33 victoires homologuées. Et au cours de ses 600 heures de vol, il aura détruit 225 camions, 72 locomotives, 5 tanks, 2 vedettes lance-torpilles et une quantité phénoménale de matériel, en plus des 33 avions suscités. Autant dire qu'il est peut-être, et même sûrement, le dernier de nos as. Vous écoutez Radio Classique.